Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Sonia C'est Mabrouk. votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes président de Debout la France, vous êtes député de l'Essonne. De nombreux sujets au programme de cette émission avec la une du journal du dimanche consacrée à la photographie du vote RN, un vote massif d'adhésion désormais. Marine Le Pen, avec laquelle vous avez été un allié un temps, a-t-elle réussi son pari, son défi selon vous? Et puis en ce jour du 18 juin, nous évoquerons l'héritage du gaullisme avec la cérémonie d'Emmanuel Macron au Mont-Valérien. Et puis plus singulièrement, Nicolas Dupont-Aignan, on vous demandera à quoi sert votre mouvement. Êtes-vous un homme seul et condamné à l'être? Pour vous interroger sur tous ces sujets, mes camarades Cécile Cornudet des Échos. Bonjour à vous Cécile. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bocoté nous accompagne bien sûr. Bonjour Mathieu. Bonjour. Tout d'abord, Nicolas Dupont-Aignan, ces images de violence à Brest lors d'une séance de dédicace d'Éric Zemmour. Plusieurs personnes ont été prises à partie alors qu'elles venaient pour une dédicace, tout simplement. Comment vous réagissez à de telles images, à cette réalité? C'est abominable. Et c'est abominable parce que ça, c'est la fin de la démocratie. Et déjà, notre démocratie est très mal en point. Et puis, je pose la question de la responsabilité. Comment l'État républicain n'agit pas? Il savait qu'il y avait cette dédicace. Où sont les forces de police? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, un, c'est une dérive abominable. Et deux, pourquoi on laisse faire? C'est-à-dire, il y En aurait fait, une si mansuétude à l'égard de voilà, certains? bien évidemment, toujours. C'est-à-dire, par rapport à qui Ah bah, toujours tous ceux qui sont du côté droit et attaqués par des soi-disant antifa. D'ailleurs, le terme antifa est très intéressant. Les mots sont détournés. Comment vous les appelez alors? Bah, d'extrême gauche violente, ce que vous voulez, mais ils n'ont rien d'antifasciste, ce sont eux les fascistes. C'est un retournement incroyable. Donc les mots n'ont plus de sens, l'État est défaillant, on se fait justice soi-même, on ne peut plus s'exprimer. C'est quoi? On est où? On vit où? Voilà. Donc j'affirme tout mon soutien à Éric Zemmour et je souhaite surtout qu'il y ait une enquête et des sanctions. Mais comment expliquez-vous cette tolérance à répétition? Mais parce moi, que si je comprends, à l'endroit de ce que vous appelez qu'on appelle les antifas. Parce qu'elle est permanente dans notre société. Et puis l'État n'est plus l'État. Il n'est pas impartial. On le voit tous les jours. Donc voilà, vous le savez très bien. Est-ce que vous voyez ce même public, ces mêmes militants d'extrême gauche présents hier malgré l'interdiction de manifester lors en tout cas leur interdiction par rapport au chantier Lyon-Turin? Ils se sont rassemblés, il y a eu de nombreux moments de tension avec les forces de l'ordre. Je crois qu'il y a une dizaine de gendarmes blessés. Est-ce que ce sont ces mêmes pour vous militants d'extrême gauche? Et de quoi est-ce le symptôme? Alors, Nicolas attention, pour moi, c'est pas la même chose. Là, c'est véritablement des fascistes qui empêchent la démocratie. Sur l'affaire Lyon-Turin, il y a des violences et des débordements inacceptables, mais je m'interroge aussi pourquoi interdire des manifestations sur des sujets qui méritent débat. Est-ce qu'on ne peut plus manifester dans le calme dans notre pays? Ça ne fait qu'exciter, vous pensez? Oui, bien sûr. Oui, parce que dans une démocratie, il y a un droit de manifester, c'est ancien. Et sur des sujets où il y a des protestations, où il y a des débats, si on met le couvercle sur la marmite, en permanence, obligatoirement, on suscite. C'est pas du tout le même cas que là. Ça ne veut pas dire que je justifie. Des activistes qui peuvent être violents. Je ne justifie pas, bien évidemment. Mais on devrait pouvoir manifester dans notre pays calmement. Et l'État, la police, la gendarmerie, devrait avoir la capacité d'isoler les éléments violents. Parce que sinon, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a plus aucun droit de manifestation puisque l'État n'est pas capable d'empêcher les éléments violents. Manifestation, pour vous, quelle différence vous faites entre manifestation et ces images où on voit des projectiles? Mais ces images, elles sont inacceptables. Ce sont des violences. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas interdire toutes les manifestations. Et plus on interdira toutes les manifestations, il faut faire respecter l'interdiction. D'ailleurs, c'est le paradoxe de cet État qui est nu, qui gesticule, parce qu'il ne va rien se passer. Et tout cela crée un malaise. Et je pense que le problème est plus profond. Pardonnez-moi, mais si Nicolas Dupont-Aignan, c'est trop facile, parce qu'il y a eu interdiction, elle n'a pas été respectée. Il faudrait arrêter ces personnes et les condamner. Il y a quelques arrestations, il faut les condamner. On verra pour les condamnations. Certaines viennent de l'étranger. C'est pour ça qu'il y a une défaillance du gouvernement profonde. Et dissoudre les soulèvements de la terre comme vous pouvez dissoudre le soulèvement de la terre si cela se justifie. Si le soulèvement de la terre... Ça justifie selon vous? J'ai pas les rapports de police. Si le soulèvement de la terre organise les violences, il faut le dissoudre.
tout de suite. On l'a Si vu le soulèvement de la terre... Quand ils ont arraché les plans Tout de à fait. Maraîchère. Tout à fait, il faut dissoudre. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que l'État soit l'État. Quand il y a des violences, arrestation, condamnation. Mais il ne faut pas qu'on en arrive, parce que l'État ne fait pas son boulot à l'égard des violents, des dangereux, à avoir une démocratie sous cloche, parce qu'on rentrera dans un phénomène de réaction violente permanente, et c'est comme ça que commencent des insurrections. Il y a une forme de paradoxe. Vous appelez au retour de l'État, L'État républicain. au retour de l'État C'est et pas à paradoxal. l'autorité, et en même temps, vous dites on devrait pouvoir autoriser ce genre de Mais manifestation. pas qui, pour ce certains- genre de manifestation, non, non, Sonia Mabrouk, pas vous, pas moi. Pas ce genre de manifestation. Je dis que sur un sujet, un vrai débat, on devrait pouvoir manifester dans le calme et que le rôle de l'État, c'est de garantir les manifestations dans le calme, je comprends ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait. On sait que sur Sainte-Soline Non, non. et là-dessus. Il ne l'a pas fait sur les retraites. Il ne l'a pas fait sur les retraites, la 8e, où il a laissé s'infiltrer des éléments violents, ce qui a abouti à un laisser-faire. Donc, je le dis, ces images sont abominables pour moi. Il faut restaurer l'État, parce que dans une démocratie, pour qu'une démocratie fonctionne, c'est le rôle de l'État et de la justice de dissocier les éléments violents de ceux qui je comprends manifestent votre normalement. Ça paraît simple. Oui, pas tant que ça. Bah, si, c'est limpide. Si je vous comprends bien. Sinon, il n'y a plus de Si je vous il n'y a plus comprends rien. bien, vous dites l'interdiction de manifestation pousse à la violence, certains. Je pense. J'ai bien compris ça. Non, je pense que la défaillance de l'État vis-à-vis d'éléments violents connus qui s'infiltrent pousse ensuite à des interdictions de manifestation qui peuvent être excessives et qui suscitent des violences et qu'il faut Finalement, désamorcer. l'État est responsable des violences d'hier? Ah ben, l'État est responsable d'avoir laissé et de ne pas arrêter des casseurs qui laissent rentrer sur le territoire français. On l'a vu pendant Mais les vous dites retraites. deux choses différentes. D'un côté, vous dites l'État interdisant telle manifestation suscite potentiellement des violences, et de l'autre côté, vous dites l'État doit casser les violents. Je dis que l'État est là pour dissocier les éléments violents des gens qui manifestent paisiblement. Et que s'il ne fait pas son boulot, c'est l'anarchie. Et c'est ça. Voilà, c'est simple. Mais plus largement, d'ailleurs, sur le fond du dossier de ce chantier Lyon-Turin, on voit que tous les partis politiques aujourd'hui ont des positions affirmées sur l'écologie, la biodiversité, s'engagent pour certains contre ce genre de projet. Et vous, on vous entend peu sur ce sujet, Nicolas? Aussi, est-ce que, par exemple, sur le fond, Lyon-Turin, j'ai mon opinion. Allez-y, laquelle? Mon opinion, c'est que il faut remettre à plat ce dossier qui va coûter une fortune, que le tunnel actuel n'est pas utilisé à plein et que on est dans une situation où si on était un pays adulte, on débattrait sereinement des dizaines de milliards qui sont en jeu. Est-ce qu'il faut mettre ces milliards-là alors qu'il n'y a pas le trafic et qu'il n'y aura pas avant longtemps? Non, il y a des camions dans un tunnel actuel qui n'est pas utilisé à plein et la voie ferrée n'est pas utilisée à plein. Que dans 20 ans, il y ait besoin du Lyon-Turin, pourquoi pas? Ce que je dis, très défectueuse, très longue. non, on aurait pu l'entretenir. Donc je crois qu'il y a un vrai débat à avoir et qu'encore une fois, on est dans un pays qui ne débat plus, qui n'est plus vraiment démocratique, qui suscite des violences terribles. Et je demande que l'argent public que l'on met dans le Lyon-Turin, on pourrait avoir un débat serein sur le Lyon-Turin. Est-ce que les 10 milliards, les 15 milliards, je finis juste, les 10 milliards, les 15 milliards qu'il y a là-dedans ne seraient pas mieux utilisés dans des investissements de proximité indispensables? Vous savez, je crois que il y a une panne démocratique dans notre pays, que les Français le ressentent. Et que cette panne démocratique exige, pourquoi pas un référendum sur le Lyon-Turin? Alors Notre-Dame-des-Landes a fini en ZAD, donc le chantier de Lyon-Turin pourrait terminer en ZAD. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand il n'y a plus de démocratie dans un pays, quand il n'y a plus de démocratie dans un pays, quand on ne débat plus de rien... C'est une décision prise démocratiquement, il y a des années, mais oui. et c'est des années après que... C'est un chantier colossal qui coûte une fortune et qui, je crois, mérite un débat. Ça ne veut pas dire que je suis avec les zadistes ou les... Et vous me connaissez, je pense être le parti de l'ordre. Mais quand on dépense des dizaines de milliards d'euros, on a quand même le droit de poser des questions. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout zadistes qui se posent des questions sur cet investissement. Même l'État s'en pose. Donc il faudrait faire un référendum sur ce sujet. Peut-être pas sur le Lyon-Turin. Je vous dis que nous sommes dans une démocratie bloquée. Que si on ne regarde pas avec un peu de recul, qu'on ne réfléchit pas un peu aux moyens de débloquer notre démocratie, ce que j'essaye de faire, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, une autre vision de l'Europe, on en reparlera parce que la démocratie est bloquée, parce que le pouvoir n'est plus là. Eh bien, si on ne fait pas ça,
vous aurez dans notre pays une explosion. Une explosion. Oui, parce que pour trancher les problèmes, il n'y a que le vote. Voilà. Et est-ce que dans notre pays, on peut prendre un peu de recul? Quelle est l'explosion? L'explosion, vous la voyez tous les jours. C'est que les gens ne se sentent plus représentés. On a eu une réforme fondamentale des retraites qui touche des millions de Français, qui n'a pas été adoptée par le Parlement. Vous dites qui n'a pas été adoptée, qui n'a pas été votée. Vous êtes député? Oui, elle n'a pas été votée. Vous avez une présidente de l'Assemblée qui est sortie de son rôle de présidente de l'Assemblée en invoquant un article 40, qui est une chose gravissime que vous n'avez pas toujours notée, c'est que pour la première fois, le droit d'initiative parlementaire a été supprimé dans le pays. C'est-à-dire que la base de la démocratie, la naissance des parlements en Grande-Bretagne, puis en France, c'était le droit des parlementaires, même d'opposition, de proposer... attendez, je finis. De proposer un vote et un débat. Vous y voyez les ingrédients d'une explosion. L'Assemblée nationale allait voter. Il y avait une majorité pour revenir à 62 ans. Alors, refaire le film. Non, c'est pas refaire le film. C'est qu'il y a eu une proposition de loi, Lyotte, qui avait la majorité possible. Si je peux finir ma phrase, parce qu'il faut que les Français sachent ce qui s'est passé. Il y avait une majorité possible pour revenir à 62 ans, parce qu'il n'y avait pas une majorité possible pour aller à 64 ans. Et au lieu d'aller au vote, un artifice de procédure a fait que sur ordre du président de la République et du gouvernement, la présidente de l'Assemblée nationale a bafoué le droit des parlementaires. C'est gravissime. Si c'était arrivé en Pologne, en Hongrie, si c'était arrivé en Pologne, en Hongrie, en Russie, il y aurait eu un scandale. Mais quelle est la forme de l'explosion dont vous parlez? Vous dites qu'il y aura une explosion. De quoi parlez-vous? Je parle que quand le vote n'existe plus, on l'a vu sur les retraites, eh bien, c'est la rue qui s'exprime. Et moi, je veux la paix civile. Je veux que les problèmes soient tranchés par le vote. C'est ça la démocratie. Et on est dans une pente de sortie de démocratie en France. On va continuer à en parler. Semble-t-il, un parti, en tous les cas, qui n'est plus un parti de protestation, mais d'adhésion, récolte ces voix-là. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez été un temps allié à Marine Le Pen. Le journal du dimanche consacre sa une à la radioscopie, la radiographie de ce vote. On va en parler d'autres sujets. À tout de suite. Sonia Mabrouk. Et surtout notre invité ce dimanche, le président de Debout la France, député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan. Dans le journal du dimanche, ce matin, une grande enquête IFOP fiduciale est consacrée au vote RN. Une radioscopie de ce vote qui devient, selon cette enquête, un vote massif. 42% des Français ont déjà voté au moins une fois Nicolas Dupont-Aignan pour ce parti. Il n'y a quasiment plus de catégorie hermétique au vote frontiste. Est-ce que vous diriez que Marine Le Pen, de ce point de vue, a réussi son pari? Oui, dans une certaine mesure, oui. Je l'ai soutenu aux 2 élections présidentielles et j'en ai pris plein la figure pour l'avoir fait en 2017. Donc j'étais un précurseur. Maintenant, la question, et je lui dis souvent, la question, c'est pas simplement d'être à 40%. C'est comment on a une vraie alternative dans le pays pour changer la vie des Français. Et c'est ma thèse. Pour le faire, il faut retrouver l'indépendance du pays. On est le 18 juin. Rien ne se fera si la France ne retrouve pas la liberté de gouverner, de décider. Et en quoi Marine Le Pen ne l'a pas compris, selon vous? Non, c'est que Marine Le Pen, on le voit dans ce sondage d'ailleurs, très franchement, et je lui ai dit, c'est qu'elle a un grand succès, mais il y a un blocage pour gagner. Et ce que je pense, et ce que j'avais essayé en 2017, c'est de bâtir une coalition. On le voit en Italie. Seule une coalition permettra de gagner. Marine Le Pen, je lui ai dit, donc je peux le dire publiquement, peut être à 48%, ça ne résoudra pas le problème, au 49 ou 49,5. Et je crois qu'on y arrivera, et je défends ça depuis des années. Alors on ne peut pas dire que j'ai changé, que si on rassemble tous les patriotes de droite, mais aussi de gauche, que si on travaille en commun. Et je crois qu'il y a encore du travail et pour que le Rassemblement national ne croit pas qu'il va arriver tout seul au pouvoir. C'est pas vrai. Même le général de Gaulle n'est pas arrivé seul Nicolas au pouvoir. Dupont-Aignan, vous dites une coalition. Dans une coalition, vous pourriez apporter quelque chose, je devine, dans votre esprit à cette coalition. Que serait l'apport de Debout la France ou de Nicolas Dupont-Aignan à cette coalition? Après, c'est pas à moi de me définir. Moi, je trouve ça, ce serait prétentieux. Donc, je pense simplement... Vous marquez une différence avec le RN. Donc, qu'avez-vous en particulier amené à cette coalition? La personnalité, le gaullisme,
D'autres sujets, une différence de méthode peut-être. Après, c'est aux Français de juger. S'ils me donnent quelques voix à chaque élection, 2 millions en 2017, 1 million cette dernière fois, c'est bien parce qu'on apporte quelque chose, un autre courant de pensée. De même, je pense qu'il faudra une entente avec Éric Zemmour. De même, je pense qu'il y a... Vous y êtes prêt, vous, Nicolas Mais la coalition, mais j'y suis d'autant plus prêt que je l'ai fait, que je suis le seul à l'avoir fait, quand même, en 2017, contre tout le monde. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui me suivait. Et je regrette, et je l'ai dit à l'époque, aux législatives, qu'il n'y ait pas eu une NUPES de droite ou de patriotes. Parce que ce n'est pas que la droite. J'estime que le clivage n'est pas droite-gauche seulement. Vous voulez une NUPES patriote de droite? Pas de droite seulement, mais de droite et de gauche. S'il y avait eu une entente entre, soyons concrets, s'il y avait eu une entente aux législatives après la présidentielle, entre moi, Éric Zemmour et Marine Le Pen, pour présenter des candidats aux législatives, il n'y aurait pas eu 89 députés RN, il y aurait eu 250 députés. Mais expliquez-nous, monsieur Dupont-Aignan, comment peut-il y avoir une entente entre Éric Zemmour avec son programme économique et ce qu'il a dit sur la réforme des retraites et Marine Le Pen avec son programme économique et sa réforme des retraites? Très juste, Sonia Mabrouk. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus de différence entre Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, les écologistes, qu'entre Zemmour, Marine Le Pen et moi? Est-ce qu'il n'y a pas plus de différence? Eh bien, je vais vous dire, peut-être parce qu'on est trop honnête, trop entier. C'est-à-dire que la gauche... Une explication généreuse pour vous-même. Ben oui, mais il faut bien. Je ne vais pas m'accabler. On m'accable assez. Je pense que Marine Le Pen, Éric Zemmour, moi-même et d'autres, même qui viennent de la gauche, parce que pour moi, c'est au-delà de la droite. C'est le sauvetage de la France. On s'attache parfois, on n'a pas la culture du compromis. Il y a trop de boutiques, il y a trop d'esprit de parti. Et il y a peut-être aussi la prétention de croire que chacun va arriver seul au pouvoir. C'est faux. J'étais en province à Montpellier, à Perpignan, à Nice. Nos électeurs demandent l'union. Nos électeurs ont compris ce qui se passe. Nos électeurs ont vu ce qui s'était passé en Italie. Nos électeurs ont vu Mélenchon. Et pourquoi on ne serait pas capable... Est-ce que Marine Le Pen le refuse? Eh oui, et je le regrette. En attendant... Elle siphonne un peu vos forces vives. À l'Assemblée nationale, les points forts du Rassemblement j'en suis ravi. C'est formidable. Ça prouve qu'on a formé des gens brillants. Et puis il y en a d'autres qui sont chez moi maintenant. Ça veut dire que c'est là-bas que ça se passe, au Rassemblement national. Non. Mais le problème, on n'est pas dans une course de petits chevaux. On parle de la France. Est-ce qu'on veut sauver la France ou faire fonctionner des boutiques? D'accord. Mais c'est ça le problème, excusez-moi. On est le 18 juin. Pour le RN. Je suis ravi qu'il y ait eu des éléments, mais il y en a d'autres qui sont arrivés maintenant, qui les ont remplacés. Et je suis ravi. Moi, je ne suis pas quelqu'un de jaloux et d'aigri. Je veux que la France réussisse. J'ai passé l'âge des esprits de boutique. Et je suis désolé que les esprits de boutique tuent l'intérêt national et l'intérêt supérieur de la France. Alors, parce que, comment? À bon entendeur. Là, vous êtes en train de dire il faut ce surceau pour qu'on y arrive, sinon vous resterez. Mais parce que c'est la France qui est en jeu. Mais oui. Je lui ai dit. Mais je lui ai dit. Et arrêtons les paroles malheureuses. D'ailleurs, je suis le seul, elle l'a reconnu, et Éric Zemmour aussi, je pense, et d'autres. Pendant ma campagne présidentielle, je n'ai jamais, parce que j'avais eu l'expérience, j'avais commis des erreurs. On commet tous des erreurs. Et dans la vie, il faut en tirer les leçons. Et la dernière campagne présidentielle, je n'ai jamais dit un mot contre Marine Le Pen ou contre Éric Zemmour, parce que j'estimais que notre devoir, c'était la réconciliation, parce qu'il y a deux tours. Vous avez fait 2 fois moins que la fois d'avant. Mais peut-être. Mais il y avait d'autres circonstances. Et puis, on verra. Mais vous savez, qu'est-ce qui compte? La France. C'est la France, mais c'est surtout d'avoir la majorité, plus une voix. C'est pas d'entretenir le jeu politicien. Ça compte pas. Emmanuel Macron va arriver dans quelques instants au Mont-Valérien pour soigner, si je puis dire, les mémoires, commémorer évidemment l'appel du 18 juin. Le président est-il un héritier du gaullisme, à chacun à sa manière finalement? C'est le liquidateur de la France, c'est une imposture, et le voir au Mont-Valérien en tant que président de la République, mais quand on voit que cet homme qui brade la France, qui laisse piller la France par des oligarques, qui se soumet à une autorité supranationale européenne, qui a abandonné une politique étrangère indépendante, qui a ridiculisé la France à l'étranger, j'avoue, j'ai la nausée. Voilà.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas dans la nuance. Non, mais là, je ne suis pas dans la nuance parce que... plus qu'un liquidateur, vous décrivez quelqu'un qui veut précipiter la France dans la vie. Il le fait. Vous pensez que le président de la République, c'est son souhait, c'est sa volonté? Mais moi, je vais vous dire, je suis le seul à penser qu'il mériterait une destitution. Donc, parce qu'il a cassé la démocratie, il a laissé brader le pays sur le plan économique, et il se couche à Bruxelles. Le gaullisme, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout la souveraineté de la France et la démocratie. Le pays. Il réindustrialise rien du tout. Il n'est même pas capable de faire comme l'Espagne et le Portugal, de rétablir le prix national de l'électricité pour sauver nos entreprises. Il n'en est pas capable ou il ne le souhaite pas? Mais il ne le veut pas. Il est soumis à l'Allemagne. Il est soumis à Bruxelles. Je pense. Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? C'est pas un fantasme, celui de la soumission. C'est pas un fantasme, c'est très concret. Oui. Sécurité, immigration, record d'immigration, économiquement, la guerre en Ukraine. S'en sort bien économiquement. Non, la France ne s'en sort pas bien, c'est pas vrai. Nous avons le record de déficit extérieur, 164 milliards. 164 milliards. Nous avons doublement des défaillances d'entreprises, là, 2022 par rapport à 2021. Nous avons un prix de l'électricité qui asphyxie nos PME. Mais au-delà même de ça c'est des décisions de politique économique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on voit la submersion migratoire d'un côté, quand on voit qu'on ne change rien au plan européen, on va en parler, quand on voit la soumission et la perte de politique étrangère indépendante, qu'on ne me dise pas que Emmanuel Macron est gaulliste. Il est l'antithèse du général de Gaulle. Est-ce que le général de Gaulle n'aurait pas soutenu, selon vous, l'Ukraine, n'aurait pas apporté des armements décisifs de cette contre-offensive? Alors, personne ne peut faire parler le général de Gaulle. Personne. En revanche, le général de Gaulle est sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN. Le général de Gaulle, je pense, dans ce conflit ukrainien, aurait peut-être, face à l'agression première, dit stop, mais jamais n'aurait, à mon sens, accepté de se soumettre à M. Zelensky, de dire, comme l'a dit le président de la République, qu'il attend que M. Zelensky décide le bon plan de paix pour le soutenir. Et ce qui est tragique dans ce qui se passe en Ukraine... C'est quand même son pays qui est en train de se défendre. Je sais, mais ce qui est tragique dans ce qui se passe, c'est que je pense que la France devrait proposer un plan de paix et ne pas laisser la Turquie, ne pas laisser d'autres pays, l'Indonésie, la Chine. Et je pense que la France a un rôle à jouer pour éviter le suicide de l'Europe, parce que ce conflit en Ukraine, c'est le suicide de l'Europe. Nous allons continuer à en parler, on va marquer une courte pause. Ce sont des sujets importants. Vous avez parlé de souveraineté, on va en parler parce que l'un des sujets qui fait appel à la souveraineté, c'est celui de l'immigration, de la politique d'asile notamment. Une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Et notre invité pour ce dimanche au grand rendez-vous, c'est le président de Debout la France, député de l'Essonne. Dans quelques instants, nous serons en direct depuis le Mont Valérien avec l'arrivée du président de la République. Nous parlons de différents sujets pour l'heure, Nicolas Dupont-Aignan, dont celui de l'immigration. Après la récente attaque d'Annecy, tout cela a relancé le débat sur ce sujet et plus largement sur la politique d'asile. Le gouvernement tente de trouver un terrain d'entente avec les Républicains. Avant de parler de ça, est-ce que vous reconnaissez au ministre de l'Intérieur, à Gérald Darmanin, une fermeté, en tout cas une volonté de prise en main sur ce sujet de l'immigration? Pourquoi me regardez-vous ainsi avec des grands yeux? Je le dis à nos auditeurs Parce que Gérald Darmanin gesticule en permanence, mais ne règle pas la cause des problèmes. Pas de conviction? Vous ne lui reconnaissez pas de conviction? Je peux reconnaître toutes les convictions de la Terre à quiconque. Je ne mets pas en cause les personnes. Je dis simplement que jamais l'immigration n'a été aussi forte en France. Je dis que nous payons le système Schengen et on ne peut pas me reprocher l'absence de constante. Ma première décision politique, je venais d'être élu député en 98, je venais d'être élu. Ça a été de me fâcher avec le RPR de l'époque, dont j'étais issu, parce que j'ai refusé de voter le traité d'Amsterdam, qui communautarisait la politique d'asile. On n'était pas nombreux, il y avait Philippe de Villiers et moi. Et on avait dit quoi à l'époque, il y a 25 ans? C'est incroyable. On avait dit, ce système va déresponsabiliser les États, donc celui qui autorise un étranger ou qui donne un droit d'asile en Grèce, en Italie, en Espagne, en Suède ou ailleurs, ne sera pas responsable de ce qu'il deviendra, et donc on aboutira au chaos migratoire. Quand on l'a dit, on nous a traités de tous les noms. Il a fallu 25 ans pour qu'une majorité de Français, je crois que c'est 65%, reconnaissent que ce système ne marche pas. Donc il faut en changer. Vous savez, changer de fond en comble la politique d'asile. Non, il faut arrêter avec Schengen.
il faut rétablir des frontières nationales. Il faut dire la vérité aux Français. Quelle est la vérité? La vérité, c'est qu'on a fait croire à nos concitoyens, et là, la droite et la gauche en sont totalement responsables, on a fait croire à nos concitoyens qu'on pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir les frontières ouvertes, une société paisible et que tout irait bien. Eh bien non. Si 90% des pays dans le monde, à l'exception de l'Union européenne, ont gardé leurs frontières nationales, et les Français voyagent et voient bien ce qu'ils font quand ils arrivent aux États-Unis, quand ils arrivent au Maroc, quand ils arrivent en Algérie, quand ils arrivent n'importe où. Il y a des frontières, il y a un État, il contrôle qui rentre. C'est pas parfait, il y a bien sûr toujours des trous dans la raquette, mais il y a un État. Bien. On a démantelé l'État qui protège. Et on a rétabli des frontières intérieures, d'ailleurs. Il y a une telle délinquance, une telle immigration, que comme on a supprimé nos frontières, on a rétabli des barrières partout et on a l'anarchie. Entre ce changement, j'allais dire, de fond en comble que vous préconisez et certaines propositions comme l'inscription, par exemple, dans la Constitution, de la possibilité de déroger à la primauté des traités et du droit européen comme le proposent les LR, est-ce que c'est déjà un premier pas? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a là... Alors, je m'en félicite parce que j'ai envoyé en 2018 une proposition de référendum à tous mes collègues parlementaires, dont les LR, qui à l'époque n'étaient pas d'accord, pour justement rétablir la primauté du droit national, rétablir le contrôle aux frontières. Mais je pense sincèrement que les LR, qui ont fait tout le contraire toute leur vie, se réveillent, et je m'en félicite, mais ne vont pas au bout de la logique. Et d'ailleurs, même, je m'inquiète que Marine Le Pen et le RN, et je m'inquiète que le RN commence à défaillir aussi. C'est-à-dire que faire croire aux Français qu'en rafistolant Schengen, on va y arriver, ça ne marchera pas. Parce que rafistoler Schengen, ça fait absolument 15 ans qu'à chaque drame, on nous dit on va revoir Schengen. Et ça ne marche pas parce que ça ne peut pas marcher. Déroger au droit européen, c'est pas rafistoler. Non, mais parce qu'attention, sur la proposition des LR, elle est très positive, mais elle a suscité une bronca chez d'autres LR, attention, même qui ont dit c'est pas possible. Beaucoup ont dit de toute façon l'Union européenne n'acceptera jamais ça. Donc ça reste très politicien. Moi je veux qu'on soit clair, qu'on dise aux Français la vérité. Si on veut rétablir la sécurité et maîtriser l'immigration, il faut rétablir les postes frontières. Alors, les frontières nationales. Et j'ai lancé une pétition parce que j'en avais assez de voir ce bouli-boulga de nos responsables politiques qui disent tout est dans tout et dans rien. Si on ne veut plus se faire égorger dans notre pays, il faut réagir. Alors, revenons. Il faut des frontières. Un instant, justement, vous avez parlé... Et les demandes d'asile examinées, bien sûr, à la frontière. Simplement, parce que la phrase est un peu... Vous dites, c'est une phrase quand même, ne plus se faire égorger dans le pays, il faut des frontières. Personne ne croit au risque... Enfin, il y a toujours un risque... bien sûr. Non, mais voilà, pour Sonia Mabrouk. Tout simplement... Mais attendez, j'ai jamais dit que parce qu'on rétablira les frontières, on n'aura jamais... Mais là, c'est pas ça qui se passe. Mais Anne, là, c'est que ce sont... drame sur drame depuis 10 ans. Et qu'il y a un moment, à quoi sert un responsable politique? Est-ce que le responsable politique, il est là pour infantiliser un peuple et le laisser mourir? Ou est-ce qu'un responsable politique, il est là pour dire ce qu'il croit être la vérité? Et moi, je dis aux Français, si vous voulez retrouver votre souveraineté, votre liberté, votre sécurité, vous devez rétablir des frontières nationales. Ça n'enlèvera pas tout risque, bien sûr, mais... ça permettra déjà d'éviter ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, ce qui se passe. Est-ce que Annecy, pour vous, est un point tournant? Oui, symbolique. Pourquoi? Parce que ce qui est très intéressant et dramatique dans Annecy, et toutes les réactions étaient d'ailleurs frappantes, c'est que tout le monde disait « mais il est régulier, donc on ne peut rien faire ». Mais justement, c'est parce qu'il est régulier qu'il n'aurait jamais dû être là si nous étions dans un État normal. Dans un État normal, on contrôle nos frontières et un demandeur d'asile qui a eu sa demande d'asile en Suède ne devrait pas circuler en France. Et vous avez des offensives aujourd'hui, y compris de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui propose de revoir, ce n'est pas rien dans notre pays. Les élections approchent. Pour tout le monde, hein, Monsieur Dupont-Aignan, il propose de revoir l'accord de 68 avec l'Algérie. Vous voyez des visées électoralistes. J'en suis ravi, mais il a raison sur le fond. Mais il a raison bien sûr sur le fond, mais il était Premier ministre. Ces gens sont incroyables, ils n'ont plus aucune gêne. C'est-à-dire qu'on nous refait le coup à chaque fois. Avant les élections, tout à coup, on envoie ce qu'ils appellent des signaux, des ballons d'essai. Des ballons d'essai, mais très bien. Déjà, la première chose, il faut être honnête, c'est qu'ils reconnaissent qu'on avait quand même raison. Quand même, ça fait plaisir de se dire, on a mis 20 ans, mais on les a convaincus qu'il y avait un problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, ils sont ambigus.
Ils envoient ça, mais ils ne veulent pas remettre en cause le système qui a créé cela. Mais vous voyez que les Français, il y a un attachement des Français quand même à l'Europe, à l'esprit de l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas alors une forme de paradoxe vous-même? Vous dites qu'il faut sortir, changer le système de fond en comble, et puis un attachement des Français à l'Europe, alors telle qu'elle est. Il y a une sorte de schizophrénie. Oui. Ah, vous le reconnaissez? Mais tout à fait. C'est un des problèmes majeurs. Mais moi aussi, j'ai un attachement. Le général de Gaulle, on est le 18 juin, a écrit des choses extraordinaires. Philippe Séguin aussi, dans son fameux discours pour l'Europe, je vous invite à relire, pour la France, sur l'affaire de Maastricht à l'Assemblée. Et je demande à ceux qui veulent, ils vont sur Internet, Philippe Séguin, discours pour la France. C'est extraordinaire, il y a tout. Il y a tout. Et il faut, bien sûr, une coopération européenne. Parce qu'il y a des défis mondiaux et qu'on doit travailler ensemble sur des sujets, bien sûr. Par exemple, d'ailleurs, la sécurité de l'Afrique, le développement de l'Afrique, ce n'est pas la France toute seule qui le fera. Mais le problème de cette Europe, c'est qu'elle a créé un ventre mou et mis en place, par idéologie, par faiblesse, un système qui nous met maintenant en danger de mort. Donc, j'avais une image, ce matin, je réfléchissais à notre émission, et j'ai eu cette image, c'est comme une bombe. Vous avez une bombe, vous entendez tic-tac, 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 et vous avez toute la classe politique qui se pose la question ce qu'ils vont faire. Vous avez une... Eh bien, je veux qu'on démine la bombe tout de suite. Donc, d'ailleurs, Schengen nous le permet. C'est peut-être plus facile de dire depuis l'opposition qu'aux responsabilités. Non. Écoutez, alors Schengen le permet même à titre temporaire. Et si j'avais été Emmanuel Macron après Annecy, j'aurais immédiatement rétabli... Donc le modèle pour vous, c'est le Danemark? Oui. D'ailleurs, le Danemark, c'est très intéressant. Avec des sociodémocrates, c'est ce que vous allez dire, au pouvoir, une fermeté sur l'immigration qui paye, sauf que géographiquement, historiquement, ça n'a rien à voir avec la France, ni en nombre de population, mais il faut bien vous... Vous avez raison. Vous le reconnaissez, c'est quand même compliqué, c'est un autre pays, notre histoire. Totalement, mais je remarque quand même que tous ceux qui vont au Danemark en disant c'est magnifique le Danemark, quand on regarde précisément, le Danemark n'a pas obéi à Schengen et a eu une dérogation permanente. Donc c'est possible. Je reconnais que la frontière est plus étroite, elle est plus petite. Mais soit on se protège, soit on ne se protège pas. Et pourquoi vous dites que Marine Le Pen est en train de mollir sur ce sujet? J'ai entendu certaines déclarations en disant qu'on allait revoir Schengen avec nos partenaires. Moi, je suis beaucoup plus catégorique. Je pense qu'il faut protéger les Français et rétablir nos frontières nationales d'autorité. Vous savez, Frexit, vous en voulez un. Le mot Frexit, c'est une méthode, c'est autre chose. Je dis que quand le pays est en danger, quand l'intérêt supérieur de la nation est en cause, on ne finasse pas. On dit la vérité aux Français. Les Français aimeraient, je le sais, moi aussi, on aimerait que tout soit possible. L'eau et le feu, qu'on puisse ouvrir, voyager, être généreux à tout le monde, et puis être en sécurité. Ça n'existe pas. L'histoire est tragique. Vous nous avez exposé vos convictions, votre méthode. Maintenant, vous allez nous dire dans quelques instants après la pause, Nicolas Dupont-Aignan, si vous repartez au combat, surtout pour les Européennes, après avoir porté cette charge contre l'Union européenne telle qu'elle est. À tout de suite. Cécile Cornudet, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Et on poursuit évidemment notre émission. Merci d'être fidèle au grand rendez-vous sur Europe 1 CNews en partenariat avec le journal Les Échos. Nous avons beaucoup parlé d'Europe, également Nicolas Dupont-Aignan. Donc la question s'impose, aurez-vous une liste aux européennes? Alors certains pourraient dire au risque de faire une nouvelle fois moins de 5%, c'est-à-dire de ne pas être remboursé aussi pour vos frais de campagne. Est-ce que vous prendrez ce risque? Alors on a décidé hier, on a eu un conseil national, on en a beaucoup parlé, il y aura une liste Debout la France. Une liste souverainiste, gaulliste, pour l'indépendance du pays. Parce que vous en aviez assez de l'esprit de boutique. Ça, c'est un choix de boutique. Très juste question. Mais il y aura un projet d'indépendance. Parce que la question, c'est pas est-ce qu'il y aura une liste? Parce que vous avez raison, Cécile Cornudet. Ça voudrait dire je fais une liste pour faire une liste. C'est pas ça. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on se pose la question, est-ce qu'il y aura une liste ceci? Il y a Éric Zemmour, il y a Le Pen, il y a machin. Je constate, est-ce que j'ai beaucoup réfléchi pendant un an, j'ai regardé, j'ai étudié avec tous ceux de mon parti, qu'il y a une dérive incroyable de l'Union européenne, qui va au-delà des traités. Madame von der Leyen est devenue, fait un coup d'État que tolère, qu'accepte, que subit Emmanuel Macron. Et je pense en fait qu'Emmanuel Macron veut lui succéder après sa présidence. Et en quoi votre liste je vais. Et donc je pense
qu'il y a personne, en tout cas aujourd'hui, le RN ne le dit plus, qui va à la cause du problème, c'est-à-dire qui dit, si on n'arrive pas à résoudre les problèmes de sécurité français, les problèmes d'immigration, les problèmes de chômage, les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes d'écologie, on pourra en parler, c'est parce que la France a perdu toute indépendance, toute liberté d'action. Et donc il faut, j'en suis convaincu, un projet européen, une liste aux européennes, souverainiste, qui rétablisse l'indépendance de la France. C'est votre projet à vous ? C'est sur votre projet qu'il y aurait des gens qui vont en tout cas, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui sur l'échiquier politique un projet cohérent de libération de la France. Qui allez-vous rassembler sur ce projet souverainiste, gaulliste? Ce projet, nous allons le publier le 30 septembre. Nous y travaillons, qui est une rupture avec le rôle de Florent Philippot. J'aimerais bien sûr qu'il pourrait y participer, mais pas seulement lui, d'autres. Qui d'autres? On verra. D'abord, il faut que je publie le projet. Michel Onfray pendant le temps. Il y a Michel Onfray, il y a d'autres personnes, bien sûr. Il y a un moment, y compris monétaire, on a vu que longtemps le RN a été bloqué sur cette question. Indépendance dans tous les domaines. Il faut que la France retrouve sa liberté si elle veut résoudre ses problèmes. Parce que là, je vous disais, l'image de la bombe qui me hante, tic-tac, 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 c'est en train d'exploser sous nos yeux. Vous vous présentez comme le démineur aujourd'hui en chef, mais ce n'est pas vous qui allez mener cette liste. On verra. Je ne souhaite pas obligatoirement la mener. Si une personnalité, une autre personnalité peut la nommer. Michel Onfray, vous avez discuté avec lui pour savoir. On verra. Voyez, vous vous intéressez, et c'est normal. Mais je vous en veux pas. Vous faites votre boulot et moi je fais le mien. Vous intéressez qui, comment, quel parti. Pour moi, c'est pas ça qui m'intéresse en ce moment. Si je finis, de rassembler les souverainistes. Je dis que pour rassembler, mais attendez, excusez-moi, pour rassembler, il faut déjà savoir sur quoi on rassemble. Le discours politique s'affadit dans notre pays en permanence. C'est toujours qu'est-ce que va penser l'opinion, qu'est-ce qu'il faut faire. Non, il faut repartir de la base. On a eu l'affaire d'Annecy gravissime, les Français ont compris qu'ils n'étaient plus en sécurité. On a du délire qui se passe à Bruxelles, je veux en parler, sur l'environnement. Il faut protéger l'environnement, mais il ne faut pas suicider le continent. Au moment où vous nous annoncez, Nicolas Dupont-Aignan, justement cette liste aux européennes, donc si j'ai bien compris, avec d'indépendance souverainiste gaulliste, je vais vous montrer ces images en direct depuis le Mont Valérien. C'est important en ce 18 juin. On a vu l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il y a eu aussi ce qui a été confirmé, d'ailleurs c'est la prérogative exclusive dans la 5e du président de la République, avec l'entrée au Panthéon de Missak Manoukian et de sa femme Mélinée, figure de la résistance. J'imagine que sur ça, le choix est tout à fait consensuel et qu'on peut tous au moins se retrouver. Ces femmes et ces hommes ont donné leur vie pour nous. Donc, il faut être digne de cela et que soit au Panthéon, ils rejoindront Jean Moulin. Exactement. Voilà, on a vu ces images. On revient à cette annonce de la liste aux européennes. Ça, on a bien compris, ça peut être vous aussi le leader. La porte n'est pas fermée. Je ne le souhaite pas. J'aimerais que ce soit une autre personnalité parce que je pense que ce serait bien de... voilà, il ne faut pas être obligatoirement sur tous les... Il faut savoir laisser la place. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je vois mon pays, je suis hanté par ça depuis 6 mois, je vois toutes les décisions qui sont prises à Bruxelles. Sur le budget, ils sont en train de préparer un espèce de truc complètement bureaucratique. Sur l'écologie, l'interdiction du moteur thermique, qui est une folie pour l'environnement. Sur tous les sujets, le mécanisme carbone aux frontières, c'est la Chine. Si vous êtes un homme seul condamné à l'être, ou si vous avez des troupes qui peuvent vous rejoindre. Vous croyez que le général de Gaulle n'était pas seul? Bon, et je ne me prends pas pour le général de Gaulle, rassurez-vous. Donc, ce n'est pas la question d'être seul ou pas seul, c'est la question de savoir si on a les idées claires, Sonia Mabrouk. Or, le pays est en train de sombrer. Vous semblez croire que vous les avez. Est-ce que les autres Français, l'ont comme vous? Mais le pays est en train de sombrer. Les Français le sentent. Il faut trouver des solutions. Pas dire ça va pas, on n'est pas content, c'est l'horreur, Macron n'est pas bien. Tout ça, les Français le savent. Ils veulent savoir où on veut les mener. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an et je constate que la France n'a plus la liberté d'agir. Et donc, il y a des élections européennes. Il y a des élections européennes. Non, la politique se fait d'abord. C'est pas vous, Mathieu. Se fait avec des hommes et des femmes, ça va de ça. Et avec des idées. Et bien sûr, mais un cerveau. il faut des gens pour incarner une ligne. Donc, vous avez dit, par exemple,
Michel Onfray, vous dites pourquoi bienvenue, pas. ça serait Vous dites formidable. Florent Philippot, pourquoi Bienvenue, pas. formidable. François Asselineau, qui a sa formation, pourquoi pas. Pourquoi pas sur un projet. Vous l'accepteriez dans un projet. À propos de projet, en 2017, quand vous rejoignez Marine Le Pen, Oui. c'est vous qui lui faites changer d'avis sur l'euro. Et là, aujourd'hui, vous envisagez une sortie de l'euro. Ne m'entendez pas au sur nom l'euro. de Non, alors ça y est. Vous allez un peu vite. Je dis retrouver l'indépendance de la France. Sur la monnaie, vous m'avez dit. Attendez, retrouver l'indépendance de la France dans tous les domaines. Mais il faudra procéder par ordre. Il ne s'agit pas de dynamiter tout, n'importe comment. Ça veut dire d'abord les frontières nationales. Deuxième point, ne plus avoir d'une commission supranationale qui prend les décisions à la place des représentants élus. Car c'est la crise démocratique dont on parlait au début avec les violences. Elle date de 2005, souvenez-vous du référendum qui a été trahi après, et c'est là où j'ai quitté l'UMP, puisque l'UMP et les socialistes, ensemble au Congrès, ont bafoué le peuple français. Et il faut tout reprendre calmement, avec ordre, pour présenter aux Français un projet de libération nationale. Bien. Donc projet, listes européennes. Libération nationale, ouvert à tous ceux qui veulent une France libre. Est-ce qu'au niveau des comptes, tout est des dettes, tout est aplani? Zéro. Plus rien. Oui, zéro. Tout a été payé. Si. Dette aux particuliers de 177 000 euros. Toutes les dettes fournisseurs ont été payées. Au moment où nous parlons, nous avons vu Emmanuel Macron. Là, nous sommes dans un moment, j'allais dire, évidemment consensuel sur les mémoires, mais nous sommes dans un moment politique aussi singulier, avec des rumeurs de remaniement qui bruissent. Est-ce que la question... vous avez l'air de ne pas y prêter attention. Ah oui. Quel que soit le Premier ministre ou la Première ministre, rien ne change pour vous? C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Tout le monde a compris que le Premier ministre, c'était Emmanuel Macron. Il est président, Premier ministre, ministre, communicant. C'est pour ça que ça ne va pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est du folklore. Voilà. S'il y a un Premier ministre qui est issu des rangs de la droite, ce sera du folklore qui reprend les propositions peu ou prou sur lesquelles vous êtes tout à l'heure. Je n'y crois pas un instant. Vous savez, le en même temps, un petit coup là, c'est les petites soupes sur les petits feux. Quelqu'un comme Gérald Darmanin ne pourrait pas changer... Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il gesticule au ministère de l'Intérieur. Donc pour les 4 ans à venir, pour vous, c'est terminé. Il n'y aura pas de changement majeur, pas de sursaut. Les 100 jours n'ont servi à rien. C'est que non, c'est pas les 100 jours en général, ça finit mal. Mais le problème, c'est comment, sincèrement, on tient 4 ans comme ça. Comment les Français vont tenir? Parce que là, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a des élections. Oui, mais il y a des élections. Vous dites le vote. Il y a des élections, oui, mais on a parlé de beaucoup de sujets, mais le pouvoir d'achat, les Français qui souffrent, jamais autant de pauvres dans notre société, les problèmes pas traités. Vous croyez que ça peut tenir 4 ans? Moi, je ne crois pas. Voilà. Et j'ai pas la solution immédiate. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne tiendra pas? Dissolution. Des émeutes? Dissolution. Oui, dissolution. Et croire encore. Mais est-ce qu'on peut voir notre pays crever pendant 4 ans encore, sous nos yeux? Moi, je ne l'accepte pas. Mais je respecte les institutions, j'attends. Il y a une occasion aux élections européennes. Il faut que chacun dise avec sa plus grande sincérité ce qu'il croit bon pour le pays. Et puis après, il faut respecter les institutions, mais quand même souhaiter qu'avant 4 ans, il y ait un arbitrage populaire. Ne serait-ce que parce que c'est ingouvernable à l'Assemblée. Il y a en tous les cas ce vote, et vous nous avez annoncé cette liste aux européennes que vous mènerez. Pour l'indépendance de la France. Voilà. Qui est la clé de tout, qui est la clé du redressement du pays. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été notre invité ce dimanche. Je remercie évidemment mes camarades, Cécile et Mathieu, merci beaucoup. Bon dimanche à tous sur nos antennes.